Dans la première partie de cette émission consacrée à la révolution industrielle, nous avons évoqué l'essor de l'extraction minière, de l'industrie textile et de la sidérurgie. Nous avons vu que la machine à vapeur, perfectionnée par James Watt, a révolutionné les transports et que la construction des usines et des mines a nécessité des moyens colossaux qui ont donné naissance aux sociétés par action. Dans ce second volet, nous allons voir que ces transformations économiques se sont accompagnées de mutations sociales d'autant plus profondes qu'elles coïncident avec une croissance démographique qui renouvelle les imaginaires et transforme les aspirations. Avec le charbon et l'acier, vient le temps des migrations, des villes, de la classe ouvrière et de la bourgeoisie triomphante. Un temps, une histoire, une émission Lyoté-Culture proposée par Christophe K. Les progrès alimentaires et sanitaires du 1er 19e siècle favorisent les naissances et prolongent l'espérance de vie. En 100 ans, la population européenne passe de 190 à 400 millions d'habitants. Cette croissance démographique, qui accompagne la révolution industrielle, a notamment provoqué le départ de 50 millions d'Européens vers le Nouveau Monde. Dans l'histoire des migrations européennes du 19e siècle, c'est sans doute l'Irlande qui occupe la place la plus singulière. En 1845, le mildiou y détruit les récoltes de pommes de terre et la famine qui s'ensuit provoque la mort d'1 million de personnes. En 25 ans, 3 millions d'Irlandais, souvent expulsés de leurs fermes par des propriétaires intraitables, migrent vers les États-Unis et le Canada dans l'espoir d'y construire une vie meilleure. Dans les campagnes européennes, la croissance démographique et la mécanisation de l'agriculture contraignent nombre de paysans désœuvrés à quitter leurs fermes en profitant des nouveaux moyens de transport. Le train à vapeur accélère leur exode et dans toute l'Europe, la population s'urbanise au profit des capitales ou des villes industrielles et minières. Au milieu du XVIIIe siècle, Manchester ne comptait que 18 000 âmes. 150 ans plus tard, elle en comptait 1 200 000. Située à proximité du port de Liverpool et des mines de charbon du Lancashire, Manchester a construit son essor économique sur l'industrie textile. Des dizaines de milliers d'ouvriers irlandais et britanniques travaillant pour des salaires de misère s'activaient dans des usines flanquées de cheminées en briques rouges. Grand centre de l'industrie cotonnière, Manchester n'en était pas moins un égout immonde et un véritable enfer. La ville était sans cesse noyée sous un nuage de fumée, et le soleil peinait à darder ses rayons dans le ciel obscurci par les machines à vapeur. La rivière traversant la ville roulait des eaux fétides et rougies par les teintures des manufactures, tandis que les rues, rarement pavées, s'étiraient d'un quartier à l'autre dans un dédale fangeux parsemé de flaques boueuses. C'est là, au milieu de ce cloaque infâme aux bâtiments noircis par la suie, qu'une population de miséreux tentait de survivre dans des logements exigus, des habitations à peine esquissées et des caves obscures. L'essor des populations urbaines posait des problèmes de logement, d'hygiène, de transport, et dans les capitales, on entreprend alors des grands travaux d'urbanisme pour remédier à toutes ces complications. En 1853, Napoléon III confie au célèbre préfet Haussmann le soin de moderniser Paris. La capitale était alors une ville aux ruelles étroites et insalubres, où la propagation du choléra avait encore provoqué la mort de 20 000 personnes en 1832. Pendant 27 ans, Paris se transforme en un vaste chantier où le préfet Haussmann fait détruire 18 000 logements. Pour faciliter la circulation et aérer la capitale, il fait percer de larges boulevards, comme le boulevard de l'Opéra, dont les immeubles aux façades ordonnées et aux balcons filants renforcent la majesté des perspectives. L'hygiène étant devenue une préoccupation des autorités publiques, Haussmann dote Paris d'un vaste réseau d'égouts et fait construire d'immenses réservoirs permettant d'acheminer l'eau potable aux étages des nouveaux bâtiments. Le préfet plonge également la ville dans un écrin de verdure en aménageant parcs et squares
et sécurise les rues en généralisant l'éclairage au gaz. Enfin, il parachève son œuvre en faisant construire d'importants monuments publics, comme l'Opéra Garnier ou les Halles de Baltard. Ces travaux titanesques menés à grands coups d'expropriation n'ont pourtant pas fait que des heureux. Les ouvriers de la petite métallurgie et de l'imprimerie, si prompts à la Révolution, furent contraints de s'exiler vers les périphéries de la ville, tandis que les immeubles des beaux quartiers furent investis par la nouvelle élite née de l'industrialisation, la bourgeoisie. La ségrégation sociale provoquée par les travaux d'Haussmann nous rappelle que le XIXe siècle a donné naissance à deux classes sociales dont les intérêts sont souvent divergents. Les mineurs concentraient toutes les difficultés de la classe ouvrière du XIXe siècle. Travaillant 12 heures par jour dans les entrailles de la terre, ils évoluaient dans des galeries étroites et sombres soutenues par de simples étayages en bois. Souvent à genoux, parfois allongés, les mineurs utilisaient pics et pelles pour extraire un charbon dont la poussière provoquait de graves maladies pulmonaires. Dans l'obscurité des fosses, où les chevaux finissaient par perdre la vue, les mineurs s'éclairaient à l'aide de lampes à flammes nues qui les rendaient particulièrement vulnérables aux coups de grisou. En 1906, à Courrières, dans le nord de la France, une explosion ébranla 110 km de galeries en propageant une flamme dévastatrice. Cette catastrophe minière, la plus grave de l'histoire européenne, causa la mort d'1 millier de mineurs. Face aux dangers et aux salaires de misère, les ouvriers n'avaient qu'une alternative, la grève. À partir de 1884, les syndicats sont autorisés en France et grâce aux luttes sociales, le sort des ouvriers s'améliore. En 1890, ils sont enfin protégés contre les accidents. Leur temps de travail est ramené à 10 heures par jour en 1900 et le repos dominical est instauré en 1906. Malgré ces avancées, la condition ouvrière reste précaire et à la veille de la Première Guerre mondiale, leur principale revendication, la journée de 8 heures, n'est toujours pas satisfaite. À l'inverse, le XIXe siècle consacre les succès d'une bourgeoisie triomphante. Cette bourgeoisie se composait d'industriels, de banquiers et de négociants qui détenaient le pouvoir économique et qui s'étaient emparés à la faveur des révolutions du pouvoir politique appartenant depuis des siècles à la noblesse et au clergé. Cette bourgeoisie s'incarnait dans les grands capitaines d'industrie comme Schneider en France, Krupp en Allemagne ou Rockefeller aux États-Unis. Ces hommes possédaient les mines, les usines et les puits de pétrole sur lesquels ils avaient bâti leur fortune. À Paris, la bourgeoisie habite des appartements luxueux et des hôtels particuliers où elle organise bals et réceptions mondaines. Elle fréquente les grands boulevards avec ses théâtres et ses opéras et emploie une armée de domestiques s'occupant tout autant de l'entretien de leurs riches demeures que de l'éducation des enfants. Grâce au train, les bourgeois s'autorisent escapades et bains de mer dans les luxueuses stations balnéaires de la côte normande. Toujours en quête de richesse, cette bourgeoisie est porteuse de valeurs qui lui sont propres. Elle cultive le goût du travail, de l'épargne et de la réussite individuelle, tout en se montrant hostile à l'intervention de l'État dans la gestion de ses affaires. Un temps, une histoire. Cette émission consacrée à la révolution industrielle est maintenant terminée. À bientôt pour un prochain numéro.